Bon, moi, en tant que survivante et cofondatrice du mouvement des survivantes en France, euh, lorsque on a créé notre petit groupe en janvier 2013, on était en pleine période où la loi devait être appliquée, enfin, était en cours d'application, où les associations de travail de terrain euh, se mobilisaient. Donc, il y avait, je ne sais plus, 60 et quelques associations. Le mouvement des survivantes a fini par intégrer le mouvement abolitionniste. Ça a été le parcours du combattant aussi, hein, les auditions avec nos ministres, Najat Vallaud-Belkacem, députés, Catherine Coutel, Daniel Bousquet, Maud Olivier et bien d'autres, évidemment. Moi et Laurence Noël, donc on a été beaucoup auditionnés. On a raconté deux parcours de vie différents, donc elle, prise dans un réseau mineur, moi qui me disais libre et qui en fait s'est rendu compte que je n'étais pas du tout libre, qui avait un parcours de vie qui nous emmène dedans. Après, une fois que la loi était passée donc, à l'Assemblée, ça a été aussi beaucoup de paroles parce qu'il y a eu beaucoup de plateaux télé avec l'obligation de raconter sa vie, mais aussi de faire passer le message que la prostitution, c'est pas anodin, ça impacte la vie familiale, la vie personnelle, ça gêne tout son entourage, en fait. Ses relations, ça brise. Ce sont des parcours qui sont tous différents avec le même résultat. Après le passage à l'Assemblée, qui a été une belle victoire, bien évidemment que ça ne s'arrêtait pas là, il fallait encore faire avancer les choses, d'autant plus que les sénateurs nous ont bloqués et étaient vraiment pas en faveur de la pénalisation des clients, surtout. Quand j'ai commencé à faire cette marche, donc en 2014, j'étais partie sur une idée fixe, reprogrammer en fait mon existence, mais surtout faire passer des messages à la population. Et pour ça, bien évidemment, qu'on avait besoin des médias, mais des rencontres aussi avec des élus, leur raconter la vérité, ce qui est vécu à l'intérieur de la prostitution et non la liberté qu'on peut avoir, parce qu'en fait, est-ce que de s'infliger des CV, ça fait partie d'une liberté? Non. Donc, ça a été quand même un sacré moment, parce que ça a duré 6 semaines, quand même, environ. Et 6 semaines avec des rencontres pratiquement tous les jours, hein. Des élus qu'il a fallu convaincre, des journalistes aussi, parce qu'à chaque étape, il y avait un article pratiquement, que ça soit radio, télé ou presse papier. Donc, ça a été un véritable parcours du combattant. Alors, moi, quand je marchais, il faut bien savoir que, en fait, le mouvement abolitionniste marchait en même temps que moi parce que c'était eux qui faisaient le travail en amont, les prises de rendez-vous, la diffusion sur les réseaux sociaux. Le tout, c'est pas d'être 10 à marcher, c'est que les mouvements abolitionnistes fassent la marche, eux, sur les réseaux sociaux. Et qu'on arrive à englober énormément de personnes, ou au moins à les obliger de s'interroger sur ce libre choix ou pas. Ce n'est jamais un libre choix, mais eux, à l'époque, ils étaient persuadés que le client n'avait rien à voir dans la prostitution et que les filles étaient tout le temps libres. Or, il a fallu les interroger là-dessus. Quel est ton sentiment aujourd'hui de ce que la loi a changé pour les premières concernées, les personnes en situation de prostitution? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Déjà, il y a une prise de conscience chez beaucoup de femmes en situation de prostitution. Il faut savoir que j'en ai quand même beaucoup sur ma page Facebook. Et il y a une réelle prise de conscience qui a été très longue pour certaines. Certaines ont mis 6-7 ans avant de se rendre compte qu'en fait, de cette liberté qu'elles pensaient avoir,
elles étaient carrément prises au piège. Très souvent, elles sont mamans avec une impression d'être complètement… qu'en fait, leur situation, soi-disant professionnelle, leurs enfants, leur famille n'étaient pas au courant et malheureusement, elles se sont rendues compte qu'en fait, si. Et indirectement, elles ont pris conscience qu'elles étaient libres, mais qu'elles finissaient par devenir l'esclave de leur milieu familial, parce que pour continuer à exercer, quand on ne peut pas mettre des mots sur les mots, bah bien évidemment qu'on achète et qu'on donne beaucoup. Ça demande beaucoup d'énergie à une personne en situation de prostitution pour cacher son activité, sa décadence en fait. C'est très, très compliqué. Et l'après-loi, alors aujourd'hui, j'en ai pris conscience, c'est quand même relativement magique. On se rend compte que les parcours de sortie sont de plus en plus nombreux, puisqu'il y en a à peu près 400. Moi, j'ai joué un rôle là-dedans. J'ai vu sur Poitiers, par exemple, où il a fallu quand même faire beaucoup pour obtenir ces parcours il y a 2 ou 3 ans. Aujourd'hui, ça devient presque un automatisme. D'accord. Et c'est vrai que les jeunes femmes que j'ai pu voir qui sont rentrées dans le parcours de sortie sont très strictes. Elles sont très rigoureuses dans l'apprentissage de la langue, les formations. Et ça, c'est quelque chose qui est énorme. Alors, il y a aussi, bon, moi j'interviens au niveau des stages clients. On s'est rendu compte que les hommes qui étaient des clients, souvent de fois, n'avaient pas du tout la conscience de la violence vécue à l'intérieur. C'est vrai que ces stages-là, ils arrivent avec une idée bien préconçue de la liberté et du choix. Ils en repartent avec une autre vision de la prostitution. Ils sont beaucoup plus sensibilisés